Chaque soir, elle repartait les bras vides, mais le cœur plein d'espoir. Une simple serveuse, silencieuse, ignorée, qui demandait les restes. Jusqu'au jour où son patron décida de la suivre. Ce qu'il découvrit bouleversa sa vie à jamais. Car derrière ces pas discrets, se cachait une vérité qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Une histoire de pardon, de dignité et de renaissance. Reste jusqu'à la fin, car ce récit pourrait bien changer ta manière de regarder les autres. Dans un quartier populaire de Bamako, entre les klaxons des mototaxis et le tumulte des marchés du soir, se trouvait un petit restaurant de fortune nommé Chez Mamadi. Il ne payait pas de mine, mais chaque midi et soir, les clients y affluaient. Les plats simples, savoureux et bon marché faisaient de cet endroit une valeur sûre pour les travailleurs du coin. Parmi les employés, une jeune femme silencieuse mais travailleuse attirait parfois le regard. Aïssata, une serveuse frêle, au regard bas, toujours vêtue du même pagne usé et d'un foulard noué serré sur sa tête. Elle arrivait chaque matin avant l'aube, nettoyait les bancs, mettait la table, et servait les plats avec un sourire discret mais sincère. Elle ne parlait pas beaucoup, sauf pour saluer ou répondre avec douceur aux clients. Mais chaque soir, une scène se répétait. Lorsque les clients avaient quitté le restaurant, que les tables avaient été débarrassées et les casseroles lavées, Aïssata se dirigeait timidement vers la cuisine. Là, elle demandait à Fanta, la cuisinière principale, si elle pouvait récupérer ce qu'il restait. Un peu de riz collé au fond de la marmite, une portion de sauce oubliée, ou quelques morceaux de viande restants. Elle emportait le tout dans un vieux bol couvert d'un tissu, qu'elle rangeait soigneusement dans un sac plastique. Puis, sans mot dire, elle quittait le restaurant, empruntait toujours le même chemin de terre rouge et disparaissait dans la nuit. Cette routine ne passait pas inaperçue. Les autres serveurs en riaient parfois en chuchotant entre eux. Toujours à demander les restes, comme si c'était un droit. Elle n'a même pas honte, hein. Mais Aïssata ne répondait jamais. Elle encaissait, le regard fixe, et continuait à travailler avec la même constance. Mamadi, le propriétaire du restaurant, un homme dans la cinquantaine à la silhouette imposante et au ton souvent sec, ne faisait généralement pas attention à ce genre de détails. Il dirigeait son affaire avec rigueur, veillant à ce que rien ne se perde, que tout soit payé, et que chaque travailleur respecte ses heures. Mais ce soir-là, il était resté un peu plus tard que d'habitude, assis dans le coin sombre du restaurant à recompter les recettes du jour. C'est alors qu'il aperçut Aïssata, discrètement, récupérer les restes, les couvrir, puis sortir comme d'habitude. Quelque chose dans sa manière de faire toucha Mamadi, sans qu'il sache pourquoi. Pourquoi prenait-elle toujours les restes? Était-ce pour elle? Pour nourrir des enfants? Une mère malade? Ce soir-là, alors que la brise fraîche descendait sur le quartier, il prit une décision étrange pour un homme comme lui. Demain, je la suivrai. Le lendemain, Mamadi passa la journée à observer Aïssata du coin de l'œil. Elle travaillait comme d'habitude, servait les plats avec soin, évitait les conflits, ne parlait jamais trop. Rien dans son comportement ne laissait deviner une quelconque anormalité. Mais désormais, Mamadi ne la voyait plus seulement comme une simple serveuse. Une curiosité, presque une inquiétude, était née en lui. Lorsque le restaurant ferma ses portes ce soir-là, et que le silence retomba sur la cour, Aïssata s'avança comme toujours vers la cuisine. Elle échangea quelques mots avec Fanta, récupéra les modestes restes du jour, les rangea dans son bol, l'enveloppa précieusement, puis sortit. Mamadi, vêtu d'un boubou sombre et d'une casquette, attendit qu'elle prenne de l'avance, puis, à pas discret, commença à la suivre. La jeune femme marchait d'un pas rapide mais léger. Elle emprunta d'abord la grande route poussiéreuse qui longeait les petites boutiques à moitié fermées, puis bifurqua dans une ruelle plus étroite, où les lampadaires étaient rares et la nuit plus épaisse. Mamadi, à distance, se faufilait discrètement, évitant de faire craquer les cailloux sous ses sandales. Il ne savait pas exactement ce qu'il espérait découvrir, mais il voulait comprendre. Le chemin devint sinueux, longeant un marigot asséché et bordé de cases en tôle ondulée. À mesure qu'il avançait, Mamadi sentait quelque chose changer. Le décor devenait plus précaire, plus fragile, plus silencieux aussi. Enfin, Aïssata s'arrêta devant une vieille bâtisse abandonnée, dont le toit semblait prêt à s'effondrer. Elle regarda autour d'elle, comme pour s'assurer que personne ne la suivait, puis frappa doucement à une porte de fortune, faite de planches mal fixées. Quelques secondes passèrent. Puis la porte s'ouvrit lentement. Mamadi se rapprocha, dissimulé derrière un vieux tambour rouillé. Il ouvrit grand les yeux. Une petite fille sortit. Pieds nus, vêtue d'un pagne rapiécé, les cheveux en désordre, mais avec un large sourire aux lèvres. « Maman !» s'écria-t-elle, sautant dans les bras d'Aïssata. Le cœur de Mamadi se serra. Il ne s'y attendait pas. Il observa la scène, figé. Aïssata s'agenouilla, embrassa tendrement sa fille,
puis, sans perdre une seconde, ouvrit son sac et sortit le bol de nourriture. À l'intérieur, une autre silhouette apparut. Une femme très âgée, aux traits marqués par la maladie, accrochée à un bâton de bois. « Voilà, maman. Mangez un peu, même si ce n'est pas grand-chose. » murmura Aïssata avec douceur. Mamadi comprit alors. Elle ne demandait pas les restes pour elle. Elle nourrissait une mère malade. Et un enfant. Seul. En silence. Un frisson lui traversa l'échine. La nuit, jusque-là paisible, venait de prendre un goût amer. Et dans cette ruelle oubliée de tous, le regard de Mamadi changea à jamais. Mamadi resta caché plusieurs minutes derrière ce vieux tambour rouillé, figé par ce qu'il venait de découvrir. Aïssata, qu'il croyait connaître, n'était qu'un mystère effleuré. Elle n'était pas simplement une serveuse silencieuse et pauvre. Elle était une fille dévouée, une mère protectrice, un pilier discret, une battante dans l'ombre. Il observa la scène, le cœur serré. La vieille dame, assise à l'intérieur, toussait légèrement. Aïssata l'aidait à manger, tout en découpant en silence une portion pour sa fille. L'enfant, assise sur un vieux bidon retourné, mangeait avec un appétit mêlé de gratitude, sans parler, comme si elle savait que le repas du soir était sacré, précieux, presque miraculeux. Pas un mot inutile n'était échangé. Que des regards. Que des gestes. Mamadi détourna le regard. Il se sentit honteux. Depuis combien de temps cette jeune femme faisait cela? Combien de fois avait-il regardé sans voir? Combien de fois avait-il compté ses recettes du jour, alors qu'à quelques mètres de lui, une mère priait pour quelques miettes? Il s'éloigna lentement dans la nuit, sans faire de bruit. Il ne voulait pas qu'elle sache qu'il avait vu. Pas encore. Mais dans son cœur, quelque chose s'était fissuré. Le lendemain, au restaurant, Aïssata arriva à l'heure, comme toujours. Le foulard sur la tête, le visage calme. Mais ses yeux semblaient un peu plus fatigués que d'habitude. Mamadi la regarda. Il voulut lui parler, lui dire qu'il avait compris, qu'il voulait l'aider. Mais il n'en fit rien. À la place, il murmura simplement à Fanta, la cuisinière. « Ce soir, prépare une portion de plus. Mets un peu plus de viande. Et donne-lui ça discrètement. Qu'elle croit que c'est un hasard. » Fanta fronça les sourcils. « Pour qui? » ?»« Pour elle. » répondit Mamadi en pointant Aïssata du menton. Ce fut la première fois, depuis des mois, que Mamadi fit un geste sans que personne ne le voie. Mais dans son cœur, cela résonnait comme un pas vers quelque chose de plus grand que lui-même. Ce n'était que le début. Le service de la journée s'écoula dans une routine presque immobile. Les clients affluaient, mangeaient rapidement, repartaient aussitôt, sans jamais vraiment prêter attention à ceux qui les servaient. Aïssata, comme à son habitude, était partout à la fois. Elle remplissait les verres, servait les plats, nettoyait les tables. Son visage restait calme, mais ses gestes étaient plus lents qu'à l'accoutumée, presque fatigués. Elle n'avait pas vu que, depuis la cuisine, Fanta l'observait avec attention, à la demande discrète de Mamadi. La cuisinière, femme robuste au franc-parler, n'avait jamais vraiment compris cette jeune serveuse qui ne se plaignait jamais. Mais ce jour-là, elle sentit, sans comprendre pourquoi, qu'elle devait lui obéir. Lorsque le service du soir toucha à sa fin, Fanta s'approcha d'Aïssata. Elle tenait un petit plat bien fermé, emballé dans un tissu propre. « Tiens, il en reste beaucoup ce soir. Emporte-le. » Aïssata la fixa un instant, hésitante. « Mais, je ne veux pas abuser. Juste les restes, comme d'habitude. » Fanta secoua la tête, d'un ton sec mais sans méchanceté. « Prends, j'ai dit. Ce soir, c'est pour toi. » Un silence. Puis Aïssata tendit les mains avec lenteur, presque tremblante. « Merci, » murmura-t-elle, la voix pleine de retenue, mais les yeux légèrement brillants. Elle quitta le restaurant, le bol contre elle comme un trésor, sans savoir que Mamadi la regardait partir, depuis l'ombre du rideau de la réserve. Il ne dit rien. Mais dans ses mains, il tenait une photo. Celle d'un jeune garçon aux cheveux crépus et au regard innocent. Un souvenir. Un vieux souvenir qu'il croyait enterré. Ce soir-là, dans la maison délabrée, la joie fut différente. La petite fille sourit en voyant le bol. Il était encore chaud, et l'odeur de viande et de sauce se répandit dans la pièce sombre comme une bénédiction. La vieille dame leva les yeux, surprise. « Aïssata, ce n'est pas comme d'habitude. »« Oui, maman. Fanta m'a dit qu'il y avait plus ce soir. Peut-être que Dieu a entendu nos prières. » Elle servit sa fille, puis sa mère, et enfin se permit, pour la première fois depuis longtemps, de manger aussi. Pas de reste froid. Pas de miettes collées. Un vrai repas. Et pendant qu'elle mangeait, sans le savoir, une autre silhouette regardait de loin, adossée à un mur. Mamadi, une fois encore,
avait suivi la serveuse. Mais cette fois-ci, il ne s'était pas caché pour pleurer. Il comprenait que ce qu'il avait vu, ce qu'il voyait encore, était un rappel. Un rappel de son propre passé. Et que peut-être que le destin venait de placer Aïssata sur sa route pour une raison. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait lentement sous la brise tiède de la nuit, Mamadi marcha seul, les mains derrière le dos, l'esprit agité. Il longea les ruelles poussiéreuses de Bamako sans but précis, évitant les motos qui filaient encore et les appels lointains des vendeurs ambulants. Son cœur, habituellement dur comme pierre, battait étrangement vite. Il tenait toujours dans la poche intérieure de son boubou la vieille photo d'un enfant, abîmé sur les bords. Un enfant au sourire discret, assis à côté d'une femme au regard triste. Sa sœur. Il n'avait plus revu cette sœur depuis 20 ans. Il s'était fâché pour des raisons qu'il avait crues valables à l'époque. Une dette, une promesse non tenue, une parole mal comprise. Depuis, il n'avait plus cherché à la revoir. Il avait construit son affaire, gravi les échelons seul, croyant que le passé pouvait être ignoré. Mais voir Aïssata, chaque soir, nourrir avec tendresse sa vieille mère, cela avait réveillé un vide qu'il croyait enterré. Le souvenir de sa sœur, malade, luttant pour élever son fils seul, et lui, trop fier, trop sec, trop dur pour l'aider. Le lendemain matin, Mamadi ne se rendit pas tout de suite au restaurant. Il marcha jusqu'à un quartier éloigné, dans l'espoir fou de retrouver une trace. Une maison, un voisin, un nom. Mais le quartier avait changé. Il retourna donc à son établissement plus tard que d'habitude. Et ce matin-là, Aïssata n'était pas là. Fanta s'approcha de lui. Elle ne s'est pas présentée. C'est la première fois. Tu veux que j'aille la chercher? Mamadi hésita. Une inquiétude l'envahit. Non. Je vais y aller. Donne-moi l'adresse. Fanta, surprise, griffonna rapidement un itinéraire sur un vieux carnet. Mamadi le prit, grimpa dans sa vieille voiture grise, et démarra sans tarder. Quelques minutes plus tard, il se gara devant la vieille bâtisse délabrée, là où il avait vu Aïssata la veille. Il frappa à la porte. Pas de réponse. Il frappa encore, plus fort cette fois. Puis, une voix faible répondit de l'intérieur. Entrez, doucement. Mamadi poussa la porte. Et là, il vit la vieille mère allongée au sol, haletante, les yeux fermés, Aïssata à genoux à côté d'elle, le visage défait, tenant un chiffon trempé pour éponger la sueur. Elle leva les yeux et vit son patron. Un frisson parcourut son corps. Monsieur Mamadi? Qu'est-ce que vous faites ici? Mamadi avança lentement. Son regard s'arrêta sur la vieille femme. Et pendant une seconde, il crut revoir sa propre mère, mourante, qu'il avait abandonnée aux soins d'étrangers. Il se pencha, toucha le front de la vieille. Brûlant. Puis, sans dire un mot, il sortit son téléphone. On l'emmène à l'hôpital. Tout de suite. Le moteur du vieux taxi de quartier vrombissait bruyamment alors qu'il filait à toute vitesse vers l'hôpital central. À l'arrière, Mamadi tenait fermement la vieille mère d'Aïssata contre lui, la soutenant comme il pouvait, pendant qu'Aïssata, assise à côté, lui éponguait doucement le front avec un linge trempé. Le silence dans la voiture était lourd. Seul le souffle difficile de la vieille dame brisait le calme, mêlé à quelques gémissements à peine audibles. Aïssata fixait l'horizon, les mains tremblantes. Elle n'osait croiser le regard de Mamadi. C'était un moment de honte pour elle. Elle se sentait mise à nu. Fragile. Faible. Et pourtant, son patron était là. C'était lui qui avait pris la décision. C'était lui qui avait insisté. Arrivé à l'hôpital, Mamadi n'attendit pas. Il descendit de voiture, souleva la vieille femme dans ses bras et courut jusqu'aux urgences, criant. Une urgence. Elle respire mal. Aidez-nous. Les infirmiers se précipitèrent. En quelques secondes, la vieille fut installée sur un brancard, et les portes battantes de la salle d'examen se refermèrent brutalement. Aïssata resta figée, les mains jointes, les larmes aux yeux. Mamadi, essoufflé, s'approcha d'elle. Il posa une main sur son épaule. Elle va s'en sortir, Inch'Allah. Tu n'es plus seul, tu entends? Tu n'es plus seul. Aïssata leva les yeux vers lui, bouleversée. Pourquoi vous faites ça? Mamadi regarda droit devant lui. Sa voix était grave, presque murmurée. Parce que j'ai été un homme qui a trop tardé à aider ceux qu'il aimait. Parce que, quand je te vois, je vois quelqu'un que j'ai perdu. Un long silence suivit. Puis il ajouta, sans la regarder. Reste ici. Je vais payer les frais. Aïssata voulut protester, mais il leva la main, autoritaire, sans dureté. C'est moi qui décide. Et il disparut derrière la porte de l'administration. Dans la salle d'attente, pendant de longues heures, Aïssata resta seule avec ses pensées,
priant en silence, se rappelant toutes les nuits où elle avait nourri sa mère avec les miettes d'un monde qui ne regardait pas les pauvres. Mais ce soir, quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait agi. Et ce quelqu'un, c'était son patron. La nuit était tombée sur l'hôpital, calme et pesante. Les néons blafards éclairaient la salle d'attente où Aïssata, les mains jointes sur ses genoux, priait en silence. Ses yeux étaient rouges, mais son dos restait droit. Une dignité silencieuse émanait d'elle, malgré la fatigue, la peur, l'épuisement. Mamadi, revenu après avoir réglé les frais médicaux, s'était assis en face d'elle. Il ne parlait pas. Il l'observait. Et plus il la regardait, plus il comprenait. Elle ne demandait jamais, ne réclamait rien, par fierté. Elle avait accepté l'humiliation pour nourrir sa famille, sans jamais perdre son calme. Le médecin finit par sortir de la salle, les bras croisés, l'air neutre. Elle est hors de danger. Une grosse fièvre due à une infection pulmonaire. Il fallait agir vite. Elle va devoir rester hospitalisée quelques jours pour un traitement. Aïssata se leva aussitôt, les mains tremblantes. Je peux la voir. Dans quelques minutes. Mais reposez-vous un peu. Elle dort. Elle acquiesça, soulagée, mais les larmes coulèrent malgré elle. Mamadi se leva lentement, sortit dans le couloir, et s'accouda contre un mur. Il sortit la photo qu'il gardait dans sa poche. Celle de sa sœur. Il la fixa longuement. Quelques instants plus tard, Aïssata le rejoignit. Elle se posta à ses côtés, silencieuse. Puis, sans le regarder. « Je vous dois tout, monsieur. Je ne saurai jamais comment. » Il l'interrompit doucement, sans dureté. « Tu ne me dois rien. C'est moi qui te dois des excuses. Depuis combien de temps tu fais tout cela seul ?» Elle inspira profondément, puis dit, la voix posée. « Depuis 3 ans. Mon père est mort. Ma mère est tombée malade peu après. Et, le père de ma fille nous a abandonnés. Je travaille pour tout payer, le loyer, les médicaments, les habits. Je ne voulais pas qu'on me voie pleurer ou supplier. Alors j'ai appris à sourire en silence. » Mamadi ferma les yeux, un instant. Puis il lui tendit la photo. « Tu sais qui c'est ?» Elle regarda. Hésita. Puis secoua la tête. « Non. Mais ce petit me ressemble un peu. » Mamadi sourit tristement. « C'est mon neveu. Je ne l'ai jamais revu. Sa mère, ma sœur, je l'ai abandonnée quand elle avait besoin de moi. Par orgueil. Et j'ai vécu avec ce poids pendant 20 ans. » Le silence les enveloppa tous les deux. Puis Mamadi reprit, d'une voix plus douce. « Je ne laisserai pas la vie me donner une deuxième chance, sans que je la saisisse. » Il tourna le regard vers elle. « Laisse-moi t'aider. Pas comme un patron. Pas comme un homme riche. Mais comme un frère. » Les yeux d'Aïssata s'emplirent de larmes, mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les vitres poussiéreuses de l'hôpital. Dans la chambre aux murs délavés, la mère d'Aïssata dormait profondément. Un fin sourire se dessinait sur son visage amaigri, comme si, enfin, elle sentait que le pire était derrière elle. Assise près du lit, Aïssata veillait en silence. Elle tenait la main de sa mère et priait doucement, ses lèvres remuant sans bruit, répétant les invocations qu'elle murmurait chaque nuit dans l'ombre de leur cabane. Mais aujourd'hui, il y avait une différence. Elle n'était plus seule. Dans le couloir, Mamadi parlait avec le médecin. Il écoutait, posait des questions, notait ce qu'il fallait. Quand le docteur lui annonça que la convalescence serait longue, il répondit sans hésiter. « Peu importe. Faites ce qu'il faut. Je paierai tout. » Le médecin hocha la tête, impressionné par tant de détermination. Quelques heures plus tard, Mamadi emmena Aïssata à l'extérieur de l'hôpital, sous un arbre, pour discuter. Il tenait un dossier dans les mains. « Je ne veux pas seulement payer l'hôpital. Je veux changer ta vie. Tu ne retourneras pas chez toi, dans cette maison en ruine. » Elle ouvrit de grands yeux. « Je ne comprends pas. J'ai une petite maison vide, dans un quartier pas très loin du restaurant. Une maison que j'ai laissée à l'abandon après la mort de ma mère. Elle est simple, mais solide. Il y a de l'eau, de l'électricité. Tu y vivras avec ta mère et ta fille. C'est mieux pour sa santé. Et pour la tienne. » Aïssata resta bouche bée. Le vent chaud souleva légèrement son foulard, mais elle ne bougea pas. « Pourquoi vous faites ça pour moi ?» Mamadi répondit lentement. « Parce que j'ai compris que donner une chance à quelqu'un, c'est réparer ses propres erreurs. Et toi, Aïssata, tu n'as jamais demandé l'aumône. Tu as juste cherché à survivre avec dignité. C'est admirable. Et c'est rare. » Elle sentit son cœur se serrer. « Mais je ne peux pas accepter tout cela. Ce serait comme une dette. » Mamadi sourit pour la première fois, sincèrement.
Non. Ce n'est pas une dette. C'est un legs. À toi de le faire grandir un jour pour quelqu'un d'autre. Les yeux humides, elle baissa la tête et murmura. Alors, je promets de le mériter. Chaque jour. Ce jour-là, sans qu'elle s'en rende compte, la vie d'Aïssata bascula. De serveuse invisible et moquée, elle devint une femme soutenue, valorisée, respectée. Mais le destin n'en avait pas fini avec elle. Car dans l'ombre d'une nouvelle vie, une révélation inattendue l'attendait. 3 jours plus tard, Aïssata quitta l'hôpital, un sac modeste sur l'épaule, sa fille endormie dans le dos, et sa mère à ses côtés, soutenue par une infirmière. Devant les portes, Mamadi les attendait, appuyé contre sa vieille voiture grise. Il s'approcha avec douceur. Tout est prêt. On y va? Aïssata acquiesça timidement, les yeux fatigués mais reconnaissants. Elle n'avait jamais monté dans une voiture avec autant d'émotion. C'était plus qu'un transport. C'était un passage. Un saut entre deux mondes. La voiture traversa des ruelles, longea des marchés agités, contourna les zones poussiéreuses de Bamako, pour s'arrêter enfin devant une maison aux murs couleur sable, simple mais propre, avec un petit portail métallique peint en bleu. Mamadi sortit de la voiture et tendit une clé brillante à Aïssata. « C'est chez vous, désormais. » Elle hésita, prit la clé dans sa main, la serra fort, comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Puis elle entra. À l'intérieur, une pièce spacieuse, quelques meubles simples, un lit, une table, 2 nattes, un ventilateur. Tout sentait le neuf, le soin. Une deuxième chambre attendait sa mère. Dans un coin, un matelas fin mais propre pour la petite. Aïssata resta debout au milieu de la pièce. Elle n'osait bouger. « Vous avez fait tout ça en si peu de temps. » Mamadi sourit. « On fait vite quand on sait ce qu'on veut. » Elle baissa la tête, murmurant des remerciements, mais les mots se brisaient dans sa gorge. « Vous nous avez sauvés. » Mamadi répondit avec gravité. « C'est Dieu qui sauve. Moi, je n'ai fait qu'écouter ce que j'aurais dû entendre depuis longtemps. » Dans les jours qui suivirent, Aïssata retrouva son poste au restaurant, mais désormais, les regards avaient changé. Plus de moqueries. Plus de chuchotements. Fanta, la cuisinière, lui apportait désormais les plats avec respect. Les autres serveurs s'étaient tus. Et Mamadi ne l'appelait plus la petite. Il l'appelait Madame Aïssata. Mais dans cette tranquillité nouvelle, une chose continuait à troubler Mamadi. Une photo. Celle de son neveu. Le petit garçon sur le portrait jauni. Quelque chose dans les traits de la fille d'Aïssata éveillait un doute de plus en plus fort. Une ressemblance étrange. Et un soir, alors qu'il observait l'enfant endormi dans un coin du restaurant, Mamadi murmura pour lui-même. « Il faut que je sache. Qui est le père de cet enfant ?» Ce soir-là, après le service, alors que la chaleur du jour laissait place à la brise nocturne, Mamadi s'attarda seul dans le restaurant. Les chaises étaient retournées, les tables essuyées, et les lumières tamisées. Il fixait sans bouger un coin de la pièce où, quelques heures plus tôt, la petite fille d'Aïssata avait joué avec une cuillère en bois, riant doucement en la faisant tourner entre ses doigts. Quelque chose ne le quittait pas. Cette ressemblance. Le front. Le regard. Les petites fossettes. Cela le troublait de plus en plus. Il sortit lentement la vieille photo de sa poche, la posa sur la table devant lui, et l'observa longuement. Et si? Non. Ce serait trop étrange. Trop douloureux. Mais il devait savoir. Le lendemain, après le service du midi, il demanda à Aïssata de rester un moment. Elle accepta, un peu inquiète. Il l'invita à s'asseoir dans un coin tranquille du restaurant. Son ton était doux, mais ferme. « Aïssata, je vais te poser une question. Elle est personnelle. Si tu veux ne pas répondre, je comprendrai. » Elle hocha doucement la tête, surprise. « Qui est le père de ta fille ?» Un silence brutal tomba. Aïssata baissa les yeux, le souffle coupé. Elle mit quelques secondes avant de répondre. Puis elle murmura, presque honteusement. Il s'appelait Ibrahima. Ibrahima Doucouré. C'était un jeune du quartier, intelligent, ambitieux. Il voulait partir en France. Il m'a aimé, je pense, au début. Puis, quand j'ai eu l'enfant, il a disparu. Sans laisser d'adresse. Je ne l'ai plus jamais revu. Mamadi se redressa brusquement. Ibrahima Doucouré. Ce nom le frappa comme une gifle. Il se leva, alla dans le fond de la salle, et revint avec la fameuse photo. Il la tendit à Aïssata, d'un geste lent. « Regarde. C'est lui ?» Elle prit la photo, et à la simple vue du visage, elle pâlit. « Oui, c'est lui. Mais, comment ?» Mamadi se rassit lentement. Sa gorge était serrée.
Ce garçon, Ibrahima, était mon neveu. Le fils de ma sœur que j'ai abandonné il y a 20 ans. Je ne savais pas ce qu'il était devenu. Et maintenant, j'apprends qu'il est le père de ta fille. Un silence écrasant s'abattit sur eux. Les deux restèrent figés, reliés par un fil invisible tissé par le destin. Aïssata, choquée, porta la main à sa bouche. Mamadi, lui, regardait dans le vide. Son cœur tambourinait. Cet enfant est donc ma petite nièce. Il posa sa main sur son front, bouleversé. Et Aïssata murmura, avec des larmes dans la voix. Cela veut dire qu'elle a une famille. Qu'elle n'est pas seule. Mamadi hocha la tête, lentement. Et que toi non plus, Aïssata, tu n'es plus seule. Plus jamais. Le soir tomba sur Bamako, lourd de révélations. Les rues bourdonnaient encore de rumeurs et de vie, mais dans le petit restaurant, chez Mamadi, le temps semblait s'être figé. Le propriétaire, longtemps vu comme un homme dur et distant, venait de découvrir que la serveuse qu'il avait suivie par curiosité était en réalité la mère de sa petite nièce. Un miracle, un choc, une plaie qui se rouvrait et une lumière qui jaillissait en même temps. Aïssata, assise en silence, fixait toujours la vieille photo d'Ibrahima. Les larmes coulaient doucement sur ses joues, mais ce n'étaient plus des larmes de solitude. C'était comme si la vérité avait libéré quelque chose en elle. « J'ai longtemps maudit cet homme », murmura-t-elle. « J'ai cru qu'il m'avait utilisé. J'ai cru qu'il m'avait abandonné comme un lâche. Mais maintenant que je sais d'où il vient, ce n'est plus pareil. » Mamadi, les mains croisées sur la table, parlait d'une voix lente, posée. « Mon neveu a grandi dans l'amertume. Sa mère, ma sœur, est morte seule. Il a dû grandir sans appui, sans nom, sans bras pour le protéger. Je suis en partie responsable de ce qu'il est devenu. » Il soupira profondément, puis ajouta. « Peut-être qu'il t'a abandonné parce qu'il ne savait pas aimer. Peut-être parce que personne ne lui avait appris à aimer correctement. » Aïssata hocha lentement la tête. « Je comprends maintenant. Et je pardonne. » Un silence apaisé s'installa. Puis Mamadi posa les yeux sur elle avec douceur. « Cet enfant, je veux qu'elle sache qui elle est. Je veux qu'elle grandisse avec dignité. Qu'elle porte un nom, un héritage. Si tu acceptes, je veux la reconnaître comme de ma famille. Qu'elle devienne, aux yeux de tous, ma fille par le cœur. » Aïssata, prise d'un frisson, recula d'un souffle. « Vous feriez cela pour elle. » Mamadi sourit faiblement. « Pour elle, pour toi, et pour l'âme de ma sœur, que j'ai trop fait souffrir. » Quelques jours plus tard, dans le calme d'un petit bureau administratif, Mamadi signa des papiers et offrit à la petite fille d'Aïssata un nom de famille. Son nom. Une nouvelle page venait de s'écrire. Mais dans l'ombre, un bruit lointain se faisait entendre. Car Ibrahima, l'homme disparu, n'était peut-être pas si loin qu'on le croyait. Une semaine passa. Une semaine calme, presque irréelle pour Aïssata, qui commençait à peine à se rendre compte de la transformation de sa vie. Sa mère, en convalescence, retrouvait lentement des forces. La petite, désormais inscrite dans une petite école du quartier grâce à l'aide de Mamadi, s'épanouissait. Elle riait davantage, mangeait mieux, dormait paisiblement. Et Aïssata, elle aussi reprenait vie. Le fardeau du silence s'était allégé. Elle n'avait plus honte. Elle ne vivait plus cachée. Mais dans le cœur de Mamadi, une pensée ne le quittait pas. Où était Ibrahima? Son neveu. Le jeune homme qu'il avait laissé s'éloigner de la famille. Celui qu'il avait trahi par orgueil et qui avait ensuite abandonné une femme et un enfant. Il ne pouvait plus se contenter de vivre dans l'oubli. Un matin, Mamadi se rendit à la mairie du quartier, accompagné d'un ancien camarade qui travaillait dans les archives administratives. « Je cherche une trace d'un certain Ibrahima Doucouré. Il aurait quitté le pays il y a quelques années. Mais je ne sais pas s'il est vraiment parti. » Le vieil employé chercha longuement dans les registres. Feuilles froissées, encre fanée, tampons oubliés. Puis il leva lentement les yeux. « Ibrahima Doucouré? Oui. Il y a une déclaration de départ faite il y a 5 ans. Mais aucune preuve de sortie officielle du territoire. Aucun visa. Et, il y a plus. »« Quoi ?» demanda Mamadi, tendu. « Un dossier judiciaire. Mineur. Une arrestation pour tentative de vol, il y a 3 ans. Il a été libéré faute de preuves. Et, il vit encore ici. À Sogoniko. Pas très loin de ton restaurant, en vérité. » Mamadi sentit le monde se contracter autour de lui. Son neveu était là. Tout ce temps. À quelques kilomètres. Il sortit sans un mot, les traits figés, le souffle court. Le soir même, il alla trouver Aïssata. Elle ouvrit la porte de la maison qu'il lui avait donnée, souriante.
Mais dès qu'elle vit son visage grave, elle sut que quelque chose se passait. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, inquiète. Mamadi la fixa droit dans les yeux. « Ibrahima n'est jamais parti. Il vit toujours ici. Je connais son adresse. » Aïssata recula d'un pas. Son cœur se mit à battre violemment. Ce nom, ce passé qu'elle avait enfoui si profondément, revenait maintenant vivant. « Tu veux aller le voir » murmura-t-elle, la gorge serrée. « Non, pas seul. Je veux que ce soit toi. Avec moi. » Aïssata se figea. Puis, après un long silence, elle murmura. « Très bien. Je suis prête. Il doit voir ce qu'il a abandonné. Et ce qu'il a manqué. » Le rendez-vous avec le passé approchait. Et nul ne savait ce que ce face-à-face révélerait. Le lendemain matin, sous un ciel voilé où même le soleil semblait hésiter à briller, Mamadi gara sa voiture sur un terrain poussiéreux à l'entrée d'un petit quartier périphérique de Sogoniko. Autour d'eux, des enfants jouaient pieds nus entre les étals de vendeuses de mangue, les taxis klaxonnaient, et les femmes discutaient en bambara. À ses côtés, Aïssata fixait l'horizon, le visage fermé. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis le départ de la maison. Son cœur battait fort. Trop fort. Elle se revoyait, 6 ans plus tôt, seule et enceinte, attendre un homme qui avait promis, puis disparu. Ibrahima. Mamadi montra une petite maison en banco à toit plat, à l'angle d'une ruelle étroite. C'est là. On peut encore faire demi-tour si tu veux. Elle secoua la tête. Non. Il doit me voir. Il doit la voir. Elle tenait dans sa main une photo de sa fille, prise récemment. Un cliché simple, mais vibrant de lumière. C'était son seul message à transmettre. Ils avancèrent, leurs pas lents sur le sol de sable. Devant la maison, un homme assis sur une chaise cassée fumait une cigarette roulée à la main. Il leva les yeux en entendant les pas. Il avait vieilli. Le regard durci, les traits plus secs, le corps maigre. Mais Aïssata le reconnut immédiatement. Ibrahima. L'homme sursauta, la cigarette tomba de ses doigts. Il se leva d'un bond. Aïssata? Qu'est-ce que? Puis il vit Mamadi. Et recula d'un pas. Toi. Moi. Ton oncle. Celui que tu as effacé de ta vie, comme tu as effacé la sienne. Mamadi montrait Aïssata du menton. Le silence était glacial. Aucun d'eux ne savait par quoi commencer. Puis Aïssata fit un pas en avant. Elle tendit la photo. Elle a 6 ans. Elle est intelligente. Elle aime danser et elle récite les sourates du Coran mieux que moi. Elle porte ton sang. Tu l'as abandonnée. Ibrahima fixa la photo, figé. Ses lèvres tremblaient. Il voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Pourquoi? Demanda-t-elle, la voix brisée mais droite. Pourquoi avoir disparu comme un lâche? Pourquoi m'avoir laissé seul avec elle? Il ferma les yeux. J'avais peur. J'étais jeune. J'étais en colère. Contre la vie. Contre ma mère. Contre mon oncle. J'avais l'impression d'être né pour échouer. Et quand tu m'as dit que tu étais enceinte, j'ai senti le sol se dérober. Je ne pouvais pas être père. Pas alors que j'étais à peine un homme. Alors je suis parti. Mamadi croisa les bras. Et maintenant, tu vas faire quoi? Continuer à fuir? Ou réparer? Ibrahima fixait toujours la photo. Puis, soudainement, ses jambes cédèrent, et il tomba à genoux. Il pleurait. De longues larmes. Silencieuses. Profondes. Des années de remords déversées sur la terre rouge. Je veux la voir. Je veux la connaître. Mais je ne sais pas comment. Aïssata se pencha lentement. Commence par te lever. Ce que tu n'as pas eu, tu peux le donner. Ce que tu as perdu, tu peux le transmettre. Si tu es sincère, je ne te priverai jamais d'elle. Mais tu dois mériter son regard. Il hocha la tête. Mamadi resta silencieux, les bras croisés, le regard dur mais le cœur bouleversé. Il venait de voir, pour la première fois, 2 âmes brisées qui se reconnaissaient. Et au loin, la promesse d'un lien à reconstruire. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette rencontre bouleversante. Depuis que Ibrahima, genou à terre, avait pleuré pour la première fois devant ceux qu'il avait laissés derrière lui. Aïssata, elle, n'était ni totalement apaisée ni totalement en colère. Elle portait en elle un mélange d'amertume, de prudence et d'espoir. Non pas pour elle, mais pour sa fille. Mamadi, quant à lui, veillait de loin. Il observait ce fragile équilibre se mettre en place comme on observe une plante qu'on vient de transplanter, avec foi et crainte. Ce matin-là, Ibrahima se rendit au restaurant. Il n'y venait pas pour manger. Il venait pour travailler. Vêtu d'un pantalon simple et d'une chemise propre que Mamadi lui avait prêté, il entra,
salua humblement, et se mit à l'écart. Aïssata le vit. Elle ne dit rien. Mamadi vint à sa rencontre. « Tu es sûr de toi? Le travail ici n'est pas facile. Et beaucoup te jugeront. » Ibrahima répondit avec calme. « Je ne cherche ni pardon rapide ni excuse. Je veux être utile. Je veux qu'elle me voie un jour comme un homme debout. Pas comme une ombre. » Mamadi hocha lentement la tête. « Alors commence par la vaisselle. Le feu, l'eau, les brûlures, c'est là qu'on apprend la discipline. » Et c'est ainsi que le fils disparu, le père fuyant, le neveu déchu, redevint un homme. Les jours passèrent. Aïssata l'observait. Il ne se plaignait jamais. Il se brûlait les mains, portait les seaux d'eau, nettoyait les ustensiles sales sans un mot. Un soir, alors que le service se terminait, il s'approcha doucement d'elle, gardant ses distances. « Est-ce que je peux la voir ?» Aïssata le regarda un long moment. Puis elle tendit une petite boîte contenant un dessin. C'était une maison colorée, avec un soleil, 3 personnages. Une maman, une grand-mère et un homme flou. Presque effacé. Elle a dessiné ça ce matin. Elle ne sait pas que tu existes encore. Pas vraiment. Mais elle t'attend. À sa façon. Il prit la boîte. Les larmes au bord des yeux. Je viendrai demain. Avec un jouet. Et mon cœur. Rien de plus. Aïssata répondit d'une voix douce mais ferme. Ne viens pas en menteur. Ne viens pas en touriste. Si tu viens, sois prêt à rester. Il baissa la tête. Je suis prêt. Cette nuit-là, sous le ciel de Bamako parsemé d'étoiles, le cœur d'un homme brisé se reconstruisit. Et dans une petite maison où une fillette dormait en serrant sa poupée contre elle, l'aube d'un lien nouveau s'annonçait. Le matin suivant, le soleil s'élevait doucement sur Bamako, filtrant à travers les rideaux légers de la petite maison offerte à Aïssata. Les oiseaux piaillaient sur les toits, et les bruits du marché commençaient déjà à s'élever au loin. Dans la pièce principale, la petite fille d'Aïssata, nommée Sira, jouait à l'ombre d'un rideau en tissu, faisant parler ses poupées avec une imagination débordante. À 6 ans, elle ignorait encore les douleurs du monde. Elle ne savait pas ce qu'était l'abandon, ni ce que signifiait l'absence d'un père. Pour elle, sa mère était tout. Mais ce matin-là, quelqu'un allait frapper à la porte. Ibrahima se tenait dehors, vêtu simplement, les mains moites, tenant dans ses bras un petit ballon rouge, un de ceux que les enfants adorent faire rebondir dans les ruelles. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Son cœur tambourinait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Il s'était imaginé 1000 fois cette rencontre. Il avait écrit des phrases dans sa tête, les avait effacées, recommencées, encore et encore. Il frappa doucement. C'est Aïssata qui ouvrit. Elle ne dit rien. Elle s'effaça lentement. Il entra. Et là, il la vit. Sira. La petite fille le regarda avec curiosité, sans peur, sans méfiance. Elle le fixa longuement. Il s'agenouilla doucement, pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour. »« Sira. » dit-il d'une voix tremblante. Elle le fixa, silencieuse. « Qui es-tu » Il avala difficilement sa salive. « Je suis quelqu'un qui t'a manqué pendant longtemps. Quelqu'un qui ne savait pas comment aimer, mais qui apprend maintenant. » Elle fronça les sourcils. Puis vit le ballon. Elle tendit la main. « C'est pour moi. » Il sourit, les larmes aux yeux. « Oui, si tu veux bien. » Elle prit le ballon, le regarda, le serra contre elle. Puis elle fit un pas vers lui. « Tu veux jouer avec moi ?» Un frisson parcourut Ibrahima. Il ne put retenir ses larmes. « Oui, je veux. Plus que tout. » Depuis la cuisine, Aïssata les observait. Son cœur tremblait, entre douleur et espérance. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas un effacement du passé. Mais c'était un commencement. Et dans ce petit salon baigné de lumière, une main d'enfant tendue effaça 10 années de silence pointu. Les jours suivants furent teintés de douceur, mais aussi d'incertitude. Ibrahima, fidèle à sa parole, venait chaque matin, travailler au restaurant aux côtés de Mamadi, puis passer un moment avec Sira avant le coucher du soleil. Au début, tout restait fragile. Sira, dans sa candeur d'enfant, l'avait vite adopté comme un compagnon de jeu. Elle ne le voyait pas encore comme un père. Ce mot n'avait jamais eu de place dans son vocabulaire. Pour elle, il était l'ami au ballon rouge, celui qui racontait des histoires marrantes, celui qui riait un peu fort, celui qui semblait si triste parfois quand il croyait qu'elle ne le regardait pas. Mais pour Ibrahima, chaque minute passée auprès d'elle était une piqûre de regret et une goutte d'espérance. Un soir, après le service, Mamadi invita Ibrahima à s'asseoir avec lui dans le coin du restaurant où il buvait parfois du thé. Il versa un verre et lui dit, sans détour, « Tu avances. Lentement. Mais je vois que tu avances. »
Ibrahima baissa les yeux. Chaque jour, je me demande si j'ai le droit de rester près d'elle. Si je ne vais pas lui faire plus de mal que de bien. Mamadi le fixa longuement. Tu ne peux pas effacer le passé. Mais tu peux construire un futur solide, brique par brique. Tu n'as pas besoin de promesses. Juste de constance. Puis il ajouta. Et un jour, ce sera elle qui décidera si tu es un père, ou juste un homme de passage. Ibrahima hocha la tête. Alors je ne partirai pas. Je resterai. Même si elle ne m'appelle jamais papa. Même si elle ne comprend pas tout. Je resterai. De son côté, Aïssata observait l'évolution avec prudence. Elle n'ouvrait pas encore son cœur. Mais elle voyait l'effort. Elle le voyait transpirer à la cuisine, porter les sacs de charbon, nettoyer les casseroles, essuyer les moqueries des anciens amis qui ne le reconnaissaient plus. Elle n'avait jamais vu un homme tomber si bas. Et tenter si sincèrement de se relever. Un après-midi, Sira entra dans la chambre et posa une question innocente à sa mère. « Maman, pourquoi il pleure parfois quand il me regarde ?» Aïssata resta figée. Elle se pencha, lui caressa la tête, et répondit doucement. « Parce qu'il a attendu longtemps ce moment. Et qu'il a peur de ne plus jamais le retrouver. L'amour d'un père ne s'impose pas. Il se mérite. Il se sème. Il se récolte. Et dans ce jardin nouveau, les graines commençaient à pousser. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. Un matin, alors que le ciel s'assombrissait sous la menace d'une pluie prochaine, Aïssata rentra du marché, les bras chargés de provisions pour le restaurant. Sa fille Sira courait devant elle, insouciante, pieds nus sur les pavés. Tout semblait paisible. Mais à l'entrée du restaurant, un groupe d'hommes du quartier attendait. Parmi eux, d'anciens camarades d'Ibrahima, des voisins, et même un ancien ami de Mamadi. Leurs regards étaient lourds, leurs bras croisés, leurs mines sombres. Mamadi les aperçut depuis l'intérieur et sortit aussitôt. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, les sourcils froncés. Un homme au ventre rond s'avança, l'air hautain. « On vient te parler, Mamadi. Tu abrites un homme sans honneur ici. Ibrahima Doucouré. Il nous a volés, menti, et maintenant, tu le réhabilites comme s'il n'avait rien fait ?» Un murmure d'approbation courut parmi les autres. Aïssata, figée, serra le panier contre elle. Ibrahima sortit du restaurant à cet instant. Il avait entendu. Et en voyant ces visages, il comprit qu'il ne pourrait pas fuir éternellement les fautes d'hier. Il ne chercha pas à se défendre. Il s'avança seul. « Je sais ce que j'ai fait. Je ne demande pas qu'on oublie. Je travaille pour réparer. C'est tout ce que je peux faire. » Un autre homme lança, méprisant. « Et l'enfant ? Tu vas faire croire que tu es père maintenant ? Tu n'as même pas été un homme. » Mamadi s'interposa, d'un ton sec et ferme. « Cet enfant porte mon nom. Elle est ma famille. Et lui, que ça vous plaise ou non, fait partie de ma maison. » Le silence fut total. Puis un vieil homme du quartier s'approcha. Il fixa longuement Ibrahima, puis dit « Si ton oncle t'accorde une seconde chance, ne la gâche pas. Car nous n'en offrirons pas une troisième. » Puis, lentement, le groupe se dispersa. Le calme revint. Mais les blessures étaient là. Ibrahima avait affronté le regard du monde. Et il était resté debout. Ce soir-là, à la maison, Sira s'approcha de lui timidement. Elle tendit un petit dessin. C'était elle, sa mère, et lui. Dessiné main dans la main. « C'est moi qui t'ai mis là. Tu peux le garder si tu veux. » Il sentit son cœur éclater. Il se mit à genoux, la serra contre lui, et murmura, la voix cassée. « Merci, petite lumière. » Aïssata, qui observait la scène depuis l'encadrement de la porte, sentit une larme rouler lentement sur sa joue. Le pardon ne venait pas en une seule nuit. Mais ce soir-là, il avait commencé à s'installer, doucement, mais fermement. Les jours s'enchaînèrent avec une étrange harmonie. Ibrahima, malgré les regards encore lourds dans la rue, ne vacilla plus. Il travaillait du matin au soir, acceptant sans broncher les tâches les plus ingrates, apprenant auprès de Mamadi la rigueur, la patience, le respect du métier. Il ne parlait jamais de ses efforts. Il les prouvait, simplement, à chaque geste, à chaque service rendu. Aïssata, elle, n'avait pas oublié les années de solitude. Mais quelque chose en elle s'adoucissait. Ce n'était pas de l'amour retrouvé. C'était une paix fragile, un respect lentement reconstruit. Et Sira, chaque jour, riait un peu plus. Elle posait des questions, montrait ses dessins à l'ami du ballon rouge, et commençait même à l'appeler doucement « Baba ». Une fois, puis deux, puis cela devint naturel. Un samedi, après le service, Mamadi rassembla toute l'équipe dans la cour du restaurant. Il avait une annonce à faire. Cela fait maintenant 3 mois qu'Ibrahima travaille ici.
Et je le dis devant vous tous, il a mérité sa place. Non par faveur, mais par effort. À partir d'aujourd'hui, il sera responsable de l'organisation des livraisons et des stocks. Le silence fut suivi de quelques applaudissements timides. Puis Fanta, la vieille cuisinière, s'approcha de lui et lui tapa doucement sur l'épaule. « Tu transpires plus que moi, mon garçon. Tu mérites ce poste. » Ibrahima sourit, ému. Il n'avait jamais été nommé responsable de quoi que ce soit. C'était la première fois qu'on lui faisait confiance ouvertement. Quelques jours plus tard, Mamadi invita toute la famille à dîner chez lui, dans sa maison, un événement rare. Il avait préparé lui-même quelques plats, maladroitement mais avec sincérité. Le repas fut simple, mais chargé d'émotions. La mère d'Aïssata, guérie et souriante, bénit la table d'une prière douce. Sira jouait dans le jardin. Et Ibrahima, assis face à Mamadi, leva timidement son verre. « Tonton, je ne pourrai jamais réparer toutes mes erreurs. Mais aujourd'hui, je veux dire ceci devant tout le monde, je ne fuirai plus jamais. Je resterai ici, pour Sira. Pour Aïssata. Pour cette dignité que vous m'avez rendue. » Mamadi hocha la tête, la voix grave. « Tu as été un échec. Puis un fuyard. Mais aujourd'hui, tu redeviens un homme. Et ça, c'est le seul chemin qui compte. » Aïssata, silencieuse, leva elle aussi son verre, et dit simplement « Que Dieu guide nos pas, et qu'il fasse de notre histoire un refuge pour ceux qui doutent. » Cette nuit-là, dans cette petite maison, le pardon, la dignité et la famille se lièrent dans le silence. Et dans le cœur de chacun, le passé cessa de faire peur. La saison des pluies approchait. À Bamako, les nuages s'accumulaient au-dessus des toits plats et des rues rouges, amenant avec eux l'odeur profonde de la terre mouillée et une forme de recueillement dans les cœurs. Dans cette ambiance apaisée, Sira, du haut de ses 6 ans, observait le monde avec des yeux d'enfant, mais une sagesse qu'aucun adulte n'avait su lui enseigner. Elle voyait ce que les grands cachaient. Elle sentait les silences tendres, les pardons non dits, les gestes hésitants d'un père qui apprenait à être présent. Elle voyait Ibrahima rester après les repas, réparer une porte cassée, raconter une histoire qu'il inventait en trébuchant sur ses mots. Elle voyait sa mère sourire de plus en plus, sans le réaliser elle-même. Un soir, alors que la pluie tambourinait doucement sur le toit de tôle, Sira s'assit entre ses 2 parents. Elle tenait un vieux cahier de dessin, et déclara « Aujourd'hui à l'école, la maîtresse a dit de dessiner notre maison. Alors j'ai dessiné ça. » Elle montra une grande case ronde, comme celle des villages, avec 3 figures bien alignées. Une femme, un homme et une fillette au milieu, tenant leurs 2 mains. Aïssata sentit un frisson lui monter le long de l'échine. Ibrahima, lui, resta figé, le regard brouillé. « C'est toi, Baba. Et toi, maman. Et moi. » dit-elle, comme si c'était une évidence. Aucun mot ne fut prononcé. Mais à cet instant, le pardon d'un enfant eut plus de poids que toutes les excuses du monde. Le lendemain, Ibrahima demanda à parler seul à Aïssata. Ils s'assirent dehors, sur le banc devant la maison. Le ciel était encore gris, le vent soulevait doucement les feuilles du Nîmes. « Aïssata, je ne te demanderai pas de m'aimer. Je ne mérite pas ton cœur, après t'avoir tant laissé seul. Mais je veux savoir, est-ce que tu crois que je peux devenir un vrai père ?» Elle resta longtemps silencieuse. Puis elle répondit d'une voix posée, sans colère, sans tendresse excessive. « Sira ne sait pas encore ce que c'est, un vrai père. Elle ne t'attend pas avec des preuves, elle t'attend avec de la présence. Alors oui, si tu restes, si tu continues, si tu ne fuis plus, tu deviendras ce que tu n'as jamais eu toi-même. » Il ferma les yeux. Un souffle de paix l'envahit. « Alors je resterai. Même si je dois tout reconstruire brique par brique. » Ce soir-là, Aïssata, pour la première fois depuis des années, ne verrouilla pas la porte de sa chambre. Et dans le silence de la nuit, pendant que la pluie chantait doucement sur le toit, la confiance reprit racine. Quelques semaines plus tard, le soleil revint sur Bamako. Les pluies avaient nettoyé les rues, réveillé les fleurs, et même lavé les cœurs. Les nuages s'étaient éloignés comme les douleurs anciennes, laissant derrière eux une lumière douce, propice aux renaissances. Dans le petit restaurant, chez Mamadi, une atmosphère nouvelle régnait. Les clients revenaient plus nombreux. On riait à nouveau. Et au fond de la salle, un homme autrefois perdu orchestrait télécommande avec calme et méthode, Ibrahima. Mamadi, de plus en plus en retrait, observait cette reprise en main avec fierté. Un jour, il dit à Fanta, « Tu vois, parfois, on ne lègue pas un restaurant. On lègue une deuxième chance. » Ce soir-là, Aïssata rentra avec Sira après l'école. La petite sautillait, tenant à 2 mains une feuille pliée en 4. « Maman, aujourd'hui, j'ai lu un texte toute seule devant toute la classe.
Et la maîtresse a dit que j'étais courageuse. Aïssata lui caressa la tête, le regard attendri. Je suis fier de toi. Et tu sais, j'ai dit à tout le monde que mon papa, c'était le monsieur du restaurant. Celui qui sait faire des boulettes de viande. Un éclat de rire s'échappa de la gorge d'Aïssata, suivi de larmes qu'elle n'essaya même plus de retenir. Ce soir-là, elle prépara le dîner en chantonnant. Ibrahima, rentré plus tard, trouva sa fille endormie dans ses bras, et Aïssata assise près d'elle, silencieuse. Elle m'a parlé de toi. Avec des étoiles dans les yeux. Dit-elle doucement. Il s'assit à côté d'elle. Elle est tout ce que je n'ai jamais été. Mais peut-être que grâce à elle, je vais devenir ce que je n'ai jamais eu. Aïssata le fixa un instant. Puis, sans rien dire, elle posa sa main sur la sienne. Ce n'était pas encore l'amour. Mais c'était l'acceptation. La reconnaissance. La possibilité d'un avenir. Dans la nuit calme, tandis que les grillons chantaient, Mamadi écrivait une lettre. Une lettre qu'il n'enverrait jamais. À toi, ma sœur. J'ai failli à ton fils. Mais j'ai sauvé ta petite fille. Et dans son rire, je retrouve ton regard. Pardonne-moi, où que tu sois. Il plia la lettre, la rangea dans un tiroir, puis ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il dormit paisiblement. 1 an s'était écoulé. Le quartier de Sogoniko avait changé. Le restaurant, chez Mamadi, était devenu une référence dans la ville. On venait de loin pour goûter ses plats simples, mais surtout pour y respirer l'ambiance chaleureuse, l'esprit de famille qui flottait dans l'air. Mamadi, désormais vieilli, avait laissé la gestion à Ibrahima. Il se contentait d'accueillir les clients les plus anciens, ceux qui savaient. Ceux qui avaient vu l'histoire naître et fleurir entre ses murs. Aïssata, elle, n'était plus serveuse. Grâce à Mamadi, elle avait lancé un petit service de traiteur à domicile avec une équipe de femmes du quartier. Elle donnait du travail, du courage, de la dignité aux oubliés. Elle ne parlait jamais de son passé. Mais tout son être racontait une renaissance. Et Sira, désormais en classe de CE1, grandissait entourée d'amour. Elle appelait toujours Ibrahima « Baba ». Mais un jour, alors qu'il l'emmenait à l'école, elle s'arrêta, le regarda dans les yeux, et demanda « Baba, tu vas rester toujours avec nous, hein? Même quand je serai grande ?» Il se pencha à son niveau, lui prit les mains, et répondit, les yeux brillants. « Même quand tu seras vieille, je serai là. Même si je boite, même si j'oublie les prénoms, je n'oublierai jamais le tien. » Elle sourit, rassurée. Et ce jour-là, pour la première fois, elle l'appela doucement. « Mon papa. » Ce soir-là, dans la maison modeste mais remplie de paix, Aïssata s'assit près d'Ibrahima pendant que Sira s'endormait. Ils restèrent silencieux, chacun absorbé dans ses souvenirs. Puis, Aïssata murmura. « Je ne t'ai jamais demandé pourquoi tu n'étais jamais reparti. » Il sourit faiblement. Parce qu'il n'y avait plus rien à fuir. Et surtout, parce que j'avais enfin trouvé un endroit où exister. Elle le regarda longuement. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle posa sa tête sur son épaule. Pas comme une femme blessée, mais comme une femme apaisée. Dans un carnet posé sur le comptoir du restaurant, un mot était écrit à l'attention des clients. Ici, chaque plat est fait avec les restes d'une vie reconstruite. Ce n'est pas un restaurant. C'est une maison. Bienvenue. Et dans le cœur de tous ceux qui y entraient, un sentiment restait gravé. Qu'une seconde chance, donnée avec sincérité, peut réparer 1000 silences.